Et donc, cher Gabriel, votre roman résonne d'une manière si particulière dans cette enceinte qu'est la Grande Mosquée de Paris. Je sais que vous avez, je tiens à remercier l'éditrice et votre geste qui m'a beaucoup touché. Et je vous ai dit que je voulais organiser cette rencontre. Mon livre, on va quand même parler beaucoup de la Shoah. Et certains considèrent que le recteur de la Grande Mosquée de Paris, peut-être, n'est pas en mesure aujourd'hui de regarder en face celui de cette fonction qui a été la Shoah. Alors, cher Gabriel, je terminerai par ça. Je veux vous dire que votre cri de fraternité ne nous laisse pas du tout insensibles. L'histoire que vous nous offrez est d'une très grande beauté. Elle nous dit que lorsque l'être humain est frappé, c'est l'humanité tout entière qui s'abîme. Au temps présent où grandissent l'intolérance, la peur et la haine des autres, où les horreurs de la guerre reviennent, cela nous invite à une chose essentielle, mesurer équitablement le poids de chaque malheur où qu'il se produise sur terre. Je citerai: connaître et comprendre l'histoire est un acte de résistance contre l'oubli et l'intolérance. Puissent ces paroles être davantage partagées et entendues. Et vous êtes venu aussi aujourd'hui écouter Gabriel Souleika qui va vous présenter son roman historique Voleur d'âme que nous avons publié avec Tioleja Éditions et nous en sommes très fiers. Que Tioleja est un mot yoruba qui signifie incassable. Et cela est fidèle à notre détermination et à notre engagement à raconter des histoires que les autres ne racontent pas. Je tiens à souligner dans ce lieu hautement symbolique que le travail des équipes de Tioleja Éditions a permis de publier 5 romans historiques et le 6e sortira en septembre 2024, et ce qui nous permettra de vous proposer un ensemble d'histoires qui constitue notre ligne éditoriale et qui demeure, encore une fois, l'opportunité de mettre en lumière les héros méconnus qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. De montrer le plus grand respect, puisque la démarche de Tioleja Éditions, encore une fois, et vous allez le découvrir en écoutant Gabriel, est d'appuyer sur la fraternité. Et je vous remercie. Et ladies and gentlemen, Gabriel Souleika. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Alors, je rêvais de dire ça, donc je vais le dire. Je vous adresse le salam, le shalom et le hotep, à ceux qui comprendront. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, je vais vous dire une chose qui est très simple. Je suis un modeste historien, mais comme a dit monsieur le recteur, je suis surtout un passeur d'histoire. Alors, même si monsieur le recteur l'a fait, je vais le répéter, ça va être très court, ça va durer 15 secondes. Je remercie son excellence, monsieur l'ambassadeur du Sénégal, d'être venu. Je remercie le recteur pour cette organisation. Je remercie monsieur le président de la Fédération des anciens combattants africains et madame Aïssata Seck, qui est la directrice générale de la Fondation de la mémoire de l'esclavage, mais aussi la présidente, je ne veux pas écorcher votre titre, des tirailleurs, de l'Association pour la mémoire des tirailleurs. Alors, comme le recteur de la mosquée, de la grande mosquée, vous a déjà parlé entre guillemets du contexte historique, moi je vais aller à l'essentiel tout de suite. Puis on va faire comme si on était dans une seule pièce et qu'on était intime. Parce que si je vous donne un cours magistral, il y en a qui vont sortir, bon il pleut, ça va être difficile. Et si je commence à jouer le professeur, ça va ennuyer les gens, même ceux qui nous regardent. Alors, je vais faire comme si vous n'étiez pas au courant, parce qu'on ne se connaît pas tous. Donc je vais vous parler de la manière la plus simple possible. Et à la fin, bien sûr, si vous avez des questions, vous voyez, je suis obligé de faire ça en fait. J'y répondrai volontiers. En premier lieu, je vais d'abord vous parler des tirailleurs sénégalais. En deuxième lieu, je vais vous parler quand même du contexte, même si monsieur le recteur en a parlé, sans rentrer nécessairement grandement dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été faits, des ouvrages de qualité, des documentaires, aussi bien sur Kadour Ben Gabrit, le premier recteur. Bon, alors l'imam Mesli, moins, parce que c'est tardif qu'on ait connaissance de ses actions,
Néanmoins, je pense que ce sera fait par des recherches sérieuses et ce sera un hommage qui sera amplement mérité. Je parlerai ensuite du contexte de la Shoah, parce que c'est ce qui se passe dans mon livre, particulièrement 1942, la rafle du 16 juillet, et de ce qui s'est passé avant. Et naturellement, je ne spoilerai pas le livre, non pas pour vous encourager à le lire, mais c'est parce que je l'ai écrit pour que vous ayez le plaisir de le lire et de découvrir l'histoire. Je vous parlerai quand même de Hawa, cette jeune Sénégalaise, de comment je l'ai connue, dont son époux Ibrahim, et de comment ils ont été pris tous les deux, et elle en particulier, dans la spirale de la Seconde Guerre mondiale. Et je tiens à dire aux lecteurs qui me connaissent, et même à ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai toujours eu à cœur, là c'est mon 5e livre qui est sorti, le 6e il sort, j'ai réussi, et j'en suis fier. À chaque fois, le personnage principal, c'est une femme noire. Pour moi, c'est important. C'est une femme noire, Solitude, aux Antilles, en Guadeloupe, Solitude 1, Solitude 2, Akoni, un jeune Yoruba qui vient du Bénin, royaume du Dahomey à l'époque. Aujourd'hui, Hawa, dans Voleurs d'âme, et le prochain, c'est Toya, République d'Haïti. Donc, pourquoi? C'est tout simplement parce que j'estime que la femme en Afrique, la femme noire, et attention, quand je dis la femme noire, c'est pas les blancs, les noirs, c'est parce que déjà, la première personne dans l'humanité, elle était noire, hein, il faut le préciser. Et au-delà de ça, c'est parce que moi-même, en tant qu'Africain, j'estime que la femme noire, elle incarne un symbole, quelque chose, au-delà du fait que, je ne vais pas parler de discrimination, de stigmatisation, mais je rappelle dans mon travail et dans mes ouvrages que, au-delà de dire, c'est un lieu commun, hein, l'humanité naît en Afrique, mais je veux rappeler que de grandes reines africaines ont combattu, de grandes reines africaines ont participé à la construction de l'humanité, et je rappelle tout le temps dans les émissions dans lesquelles on m'invite que les 2 plus grandes bibliothèques du monde étaient en Afrique, Alexandrie et Tombouctou, que la première université a été ouverte en Afrique, il y en a une au Maroc et il y en a une au Mali, et après on pourrait faire une liste qui pourrait durer 1 heure des avancées culturelles, scientifiques de l'Afrique. Après la religion, parce qu'on est dans une grande mosquée, l'islam, le christianisme, le judaïsme, ça c'est un autre sujet. Ça on le laisse aux théologiens, moi je suis historien. Donc je vais commencer mon propos introductif sur les tirailleurs sénégalais. Alors sachez que les tirailleurs sénégalais, c'est une invention de la France. En 1857, le préfet Faidherbe, qui était préfet du Sénégal, va créer les tirailleurs sénégalais pour une raison qui est très simple. De la même manière, et je fais le parallèle avec mon premier livre qui s'appelle Solitude, le 1 et le 2, de la même manière qu'en 1794, quand la France abolit l'esclavage de manière officielle, la première chose qu'ils vont faire, c'est incorporer des Noirs dans les armées des Antilles, parce que ces Noirs-là, qui venaient d'Afrique, avaient une résistance sur les maladies tropicales, particulièrement la fièvre jaune. Et en Afrique, on se retrouve avec le même constat. Pour pouvoir pénétrer les terres africaines, que ce soit au Nigeria, au Dahomey, au Cameroun, au Congo, il faut des soldats qui sont en capacité de résister aux maladies tropicales. Donc la France, lorsqu'elle va créer les troupes coloniales, elle a cette idée. Ils avaient déjà incorporé des troupes coloniales, c'est comme ça qu'on les appelait, mais là, ils vont officialiser avec la création du premier régiment de tirailleurs sénégalais en 1857. Sachez pour votre information que quand on dit tirailleurs sénégalais, bien sûr, ce sont des Sénégalais qui au départ ont composé ces régiments, mais ensuite, vous allez avoir des Haoussa, des Congolais, des Guinéens, des Maliens, des Soudanais. Tout cela vont constituer les tirailleurs sénégalais et on va garder cette appellation en l'honneur justement du fait que ce soit créé au Sénégal. Et je veux dire tout de suite que quand ils créent ces régiments, par exemple, les régiments tirailleurs sénégalais vont être engagés dans des combats à Madagascar, vont être engagés dans des combats contre Béhanzin au Dahomey. Ce qui va nous intéresser maintenant, au-delà de ces aspects d'utilisation de soldats africains, c'est 2 choses. La première chose, c'est que j'ai lu, et je pense que Madame Sec, qui est présente, elle a autant de connaissances que moi sur ce sujet, j'ai pu lire que, par exemple, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs africains, parce que je cite aussi les tirailleurs algériens qui vont être engagés, les spahis, etc., on dit toujours qu'on ne les a pas utilisés pour faire de la chair à canon. Ils étaient que 183 000 pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait 8 millions de Français engagés. C'est à peine 5%. Oh, il n'y en a que 3 000 qui sont morts, c'est à peine 15%. Moi, je le dis et je l'assume, parce que c'est filmé et ce sera retransmis. Je me suis suffisamment documenté sur la question pour vous dire, ce n'est pas de la chair à canon. Non, le terme exact, c'est « nous, on va se retirer. Vous pouvez aller devant pour attendre ». Ça, c'est une réalité historique.
Les tirailleurs sénégalais, lors de la Première Guerre mondiale, n'ont jamais reculé face aux Allemands. Les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, ont reconnu de manière officielle que les tirailleurs sénégalais étaient des soldats courageux, des soldats de qualité. Ça s'est étendu à tous les soldats africains, marocains, algériens, sénégalais et tous les pays, Congo, etc., que j'ai cités. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que vous avez des fois des personnes qui me disent, et surtout je parle sous le contrôle du président de la Fédération des anciens combattants d'Afrique, oui, mais attendez, ils étaient que 183 000. Après tout, bon, on leur a mis une stèle, qu'ils soient bien contents. Alors, j'ai envie de vous dire, un mort, c'est déjà beaucoup, 3 000, c'est trop, mais surtout, moi je vous le dis, allez prendre un jeune Sénégalais dans un village, me faire croire que ce jeune Sénégalais qui a 20 ans, mon garçon, là je parle en regardant droit devant moi pour imaginer les choses, mon garçon, tu veux rentrer dans l'armée, ça t'intéresse d'aller combattre en Europe? T'as jamais connu le froid, t'inquiète pas, on va te donner un manteau. Vous croyez raisonnablement qu'historiquement, parce que beaucoup d'historiens français nous disent que ce n'était pas un enrôlement forcé, qu'ils étaient volontaires. Il y avait des volontaires, je ne vais pas le nier, mais la réalité historique, c'est que beaucoup ont été contraints, surtout sur la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup y sont allés dans l'espoir peut-être de ramener un pécule. Dans mon livre, je ne traite pas du massacre, je dis le mot massacre de Thiaroye, parce que c'est un massacre. Ça, on pourra en parler dans un autre contexte si je suis amené à travailler sur ce sujet. J'ai d'ailleurs envie de travailler sur ce sujet par la suite. Mais sachez que ce que moi je retiens, c'est que l'engagement de ces Africains s'est fait au service de la France pour des guerres coloniales auxquelles ils étaient totalement étrangers. Parce qu'après la conférence de Berlin, quand on coupe l'Afrique comme un gâteau, qu'on la partage entre des puissances européennes, les Africains n'ont pas leur mot à dire. Aujourd'hui, la République du Sénégal est une république démocratique. Vous avez vu que dernièrement, il y a un nouveau président qui a été élu. Le Sénégal est un des exemples africains. Je ne le dis pas parce qu'il y a l'ambassadeur. C'est une réalité. Il y a d'autres pays africains aussi. Malheureusement, il y en a qui sont encore dans la progression sur la voie de la démocratie. Mais le Sénégal est un pays stable politiquement et c'est un pays, je pense, qui dans l'avenir sera un exemple en Afrique, parmi d'autres. Hein. Je ne vais pas faire la liste, il y en a 54. Et en tout cas, sachez qu'il est important de préciser que quand moi j'ai commencé à écrire Voleurs d'âme, je voulais d'abord rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, aux combattants africains, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, même si on est à la mosquée aujourd'hui. Il faut rappeler que ces combattants-là ont combattu pour la France. Et vous savez, et après je passerai sur mon deuxième propos, j'ai entendu aussi, trop de fois, les villages français n'ont pas été libérés par des Africains. Les Africains, bon, ils ont participé. Mais moi je le dis, il ne s'agit pas de faire des concours de qui a fait quoi. On le sait, c'est historique, il y a des documents. Le débarquement dans le sud de la France, parce qu'il y a le débarquement de Normandie que tout le monde connaît, mais dans le sud, à Monte Cassino, les Algériens qui sont morts par milliers, les Africains qui sont morts pour aller libérer des villages, le massacre de Chasselet en 1940, quand des tirailleurs sont restés en ligne de front avec leurs officiers français pour attendre les Allemands pendant que les autres je ne dis pas se cachaient, partaient pour cacher des armes qui ont servi après à la résistance, tant mieux, mais à quel prix? Au prix de massacres. Je vous invite, hein, parce que ce n'est pas le propos ce soir de mon livre, mais je vous incite à aller vous documenter sur Chasselet. Les officiers blancs, ils les ont mis à droite, les noirs, ils les ont mis à gauche. Ils les ont mis dans un champ avec des chars. Et c'était des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que c'était des soldats, ils portaient des uniformes. Ils ont été massacrés à la mitrailleuse. Et excusez-moi, je suis désolé parce que c'est un peu gore, ils leur ont roulé dessus avec des chars. Bon, après je ne vais pas détailler encore plus, mais bon, ça me bouleverse quand j'en parle. Et là, je viens sur mon deuxième propos, c'est le lieu où on est aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris, construite en 1926. On ne fait pas de distinguo avec le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique équatoriale, etc., etc. On est tous africains. Et au-delà de ça, ce sont des combattants africains qui sont morts pour la France. Ils sont morts loin de chez eux. Et après, c'est tout le travail de Madame Seck qui est présente. C'est la reconnaissance de la France, qui n'a pas été... L'histoire du Sénégal, si vous allez sur mon compte TikTok, je vous invite à y aller. Pas pour vous adonner, si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Les vidéos seront quand même là. Sachez que j'ai publié plus de 40 vidéos sur l'histoire du Sénégal, du Mali, du Soudan, du Fouta Toro, etc. C'était des grands empires. On ne va pas citer Mansa Moussa, parce qu'on le cite toujours pour dire que c'était le plus riche du monde.
Il y a eu tellement de grands rois africains, en particulier dans l'empire du Bambara, ou chez les Mandingues, ou chez les Peuls, etc. Vous croyez vraiment que ces gens-là, vous arrivez avec un cheval, avec une tête d'arabe, si tu ne rentres pas dans l'islam, on va faire un attentat. Ah bon? Ah, on va tous rentrer, on a peur. Non, 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 soyons réalistes. Moi, je peux vous certifier, et encore une fois, si vous voulez qu'on le développe, on le développera. Dans mon livre Solitude 1 et Solitude 2, j'en parle longuement. L'islam n'est pas rentré en Afrique par la force, le christianisme non plus, et le judaïsme non plus, parce qu'en fait, la première église qui a été construite avant toutes les églises, c'est le monastère Sainte-Catherine qui est situé en Égypte. Bon, parenthèse fermée. Alors, moi, je voulais aussi rendre hommage, dans mon livre Voleur d'âme, à Kadour Ben Gabrit. Alors, j'ai pas cité Mesli, c'était un choix personnel, tout simplement parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, je le connaissais même pas, parce que je l'ai écrit il y a plus de 20 ans, le livre, et j'ai mis du temps à le sortir. Et au départ, c'est un projet de film, et le film, on est en train de travailler dessus pour sa mise en production. Mais j'ai créé le personnage de Farid qui ressemble étrangement à Mesli, à l'imam Mesli, qui est quelqu'un d'engagé dans la résistance. Sachez qu'il y a beaucoup de polémiques. On va vous dire que la Grande Mosquée de Paris a simplement distribué des repas, célébré l'Aïd pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'ils étaient inactifs. Comme l'a dit monsieur le recteur, l'imam Mesli a été déporté au camp de Dachau. Quand il a été libéré de ce camp, il pesait 30 kilos. Il était dans un état proche de la mort. Il n'a pas fait de publicité, il ne s'est pas vanté, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Et je veux rappeler que Kadour Ben Gabrit et même l'imam Mesli ont reçu tous deux un certificat officiel en 1947 pour acte de résistance. Maintenant, moi je ne suis pas le porte-parole de Kadour Ben Gabrit et de sa mémoire, mais je veux vous le dire à ceux qui ne le savent pas, il est enterré dans cette mosquée. Sa dépouille n'est pas très loin d'ici. Eu égard à sa mémoire, je peux vous le dire, je n'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'il est mort dans les années 50, cet homme avait une position qu'aujourd'hui d'ailleurs monsieur le recteur occupe, c'est son successeur, c'est une position officielle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre d'aller mettre tout d'un coup une cagoule et d'aller se battre contre des Allemands la nuit et la journée, de faire le recteur. Il faut être conscient de ça. Quand on a une position officielle, on l'utilise pour pouvoir influencer des décisions ou protéger un réseau. Et c'est ce qu'a fait Kadour Ben Gabrit. Officiellement, il n'a jamais, et je dis bien jamais, collaboré, c'est un fait historique, mais il a résisté de manière passive, mais en faisant de la politique. Parce que je vous rappelle quand même le contexte, ça va arriver sur ma troisième partie, et après on parlera de Voleur d'âme. En 1942, le régime de Vichy, c'est celui qui est en France. Dans l'histoire française, de nombreux historiens français, pendant de longues années, ce n'est que maintenant qu'il y a un espèce d'effort de réflexion, vous disait que Pétain, le maréchal Pétain, vous l'avez peut-être vu à l'école, c'est peut-être des souvenirs, avait protégé des juifs. Même un candidat que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de le citer dans ce lieu, de l'extrême droite, a dit, oui, sur un plateau de télé, oui, il a protégé des juifs. Alors, il ne va pas m'écouter, après s'il le fait, ou si des amis lui le font, qu'il lui répète, ça n'existe pas. Le maréchal Pétain n'a pas protégé de juifs. Pierre Laval, Premier ministre, à l'époque on disait président du Conseil, n'a pas protégé de juifs. René Bousquet, secrétaire général de la police nationale à la préfecture de police, n'a pas protégé de juifs. Au contraire, ils ont fait du zèle. Quand le général Auberg de la SS en 1942 demande, parce qu'ils avaient déjà commencé en 1941, un recensement des juifs qui avait déjà commencé et une rafle, il demande expressément de n'avoir que des adultes. C'est le régime de Vichy qui va leur donner des enfants. Ces 12 884 personnes, citoyens français de confession juive, ce sont des Français. C'est-à-dire, même si c'était des étrangers, c'est grave, mais c'est des Français. La France a manqué à son devoir. Le président Jacques Chirac l'a reconnu dans un discours officiel en disant que la France avait fauté. Et moi je le dis, le maréchal Pétain n'a rien fait de tout ça. Kadour Ben Gabrit l'a fait. Et il ne s'agit pas de dire, bon, Pétain ceci, Pétain cela. Même au procès de Pétain, si vous ne le savez pas, son avocat a dit, mais le maréchal Pétain faisait de la politique. En coulisses, il faisait des choses. Non, non, il n'a rien fait. Vous avez le commissaire d'arrondissement du 12e arrondissement de Paris qui, lui, a été très aidé dans sa recherche de juifs. Vous savez, vous avez des images que vous avez peut-être déjà vues à l'école, quand vous étiez plus jeune, ou même maintenant, quand vous faites des recherches. Vous avez des images de policiers devant la préfecture de police de Paris, à côté de la cathédrale Saint-Michel, qui tirent sur des Allemands. Et on vous dit, c'est les images de la libération.
On ne va pas vous montrer de tirailleurs qui se battent. On ne va pas vous montrer de francs-tireurs partisans qui étaient d'ailleurs à la mosquée de Paris, qui se battent. On ne va pas vous montrer tous ces résistants. Je vous rappelle que la résistance française, c'est une résistance qu'on appelle la résistance française intérieure, qui s'est constituée par l'intermédiaire de Jean Moulin, qui est parti voir le général de Gaulle à Londres en disant « on a plein de mouvements différents à Lyon, à Paris, à Bordeaux, etc. Il faut les unifier. Il faut leur donner des moyens matériels, il faut leur donner de l'argent. » Ça a mis du temps à ce que ça se mette en place, mais la vraie résistance, elle existait déjà. Ils menaient des actions. Il y a plusieurs manières de résister. Quand vous lisez la lettre bouleversante, je vous invite à le faire, de Guy Moquet, un jeune de 17 ans qui est fusillé au nom de la France parce qu'il a résisté. Et il n'a pas été commettre des attentats. Vous savez, vous coupiez juste un fil de poteau électrique, les Allemands vous fusillaient. Parce qu'ils avaient une répression brutale. Ils ne voulaient pas de résistance. Et quand vous avez Pierre Laval dans un discours à la radio qui vous dit « l'Allemagne va gagner la guerre, l'Allemagne c'est le futur », eux ils sont persuadés que l'Allemagne va gagner. Parce que l'Allemagne en 1942, elle est encore sur des succès. Les États-Unis viennent de rentrer dans la guerre le 7 décembre 1941, mais ils sont d'abord rentrés par le Japon, après l'attaque de Pearl Harbor. Donc en fait, les Américains ne sont pas encore là. Les Anglais sont sur une île, les Français ont perdu. Les gens se disent, à l'époque, je parle du régime de Vichy, ils ont gagné, donc on va essayer de penser à notre futur. Ils n'ont pas cherché plus loin que le général de Gaulle, ils n'ont pas cherché plus loin que beaucoup de résistants, et ces résistants français qu'on ne connaît pas, ces anonymes, moi j'en parle dans Voleurs d'âme. Quand je dis j'en parle, je ne les nomme pas nécessairement, je donne des prénoms. Vous allez découvrir dans le livre Martial, vous allez découvrir Kouyaté, Abdoulaye, Michel, Lucien, Raymond, mais c'est autant d'anonymes qui ont vraiment permis l'émergence d'une résistance française, et vous aviez, et ça c'est important, le recteur l'a dit mais je le répète, des musulmans, des chrétiens, des laïcs, des athées, des juifs, voilà, des Français. Vous voyez, ça nous renvoie quelque part à ce qu'on est aujourd'hui. Je vois que dans la salle, il y a toutes les couleurs. Moi, j'aime pas catégoriser les gens par la couleur de peau, mais il y a des Africains ou des Antillais, peu importe, qui sont noirs. Vous avez des Blancs, on peut dire que ce sont des Français. Vous avez des Maghrébins, ils sont au milieu. Mais une chose est sûre, on habite tous dans ce pays-là. Là, je parle en français, vous me comprenez. On est tous unis derrière des valeurs, et on n'est pas des hypocrites. Vous savez, il faut le dire, on n'est pas des hypocrites. On n'est pas hypocrite avec l'histoire. On peut appuyer, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai condamné Napoléon, par exemple, de manière officielle, je l'ai même dit dans 3 émissions de télé. Napoléon, qu'on a encensé comme un héros, moi, dans mon livre, j'en parle. Napoléon qui envoie en 1802 en Guadeloupe le général Richepens pour massacrer tous les Noirs de Guadeloupe, qui dresse des chiens pour manger des Noirs en Haïti, je suis désolé, le propos est cruel, ou qui va vous dire que les Haïtiens n'ont pas le droit à une république noire et qui va être très très répressif. On en parle, il n'y a pas de souci. On parle des hauts faits, mais on parle aussi des grands faits. Et enfin, de la bassesse, le régime de Vichy, mais aussi la résistance. Parce que les Français ont résisté, et tous les Français qui ont pris les armes contre le nazisme ont dit non à la barbarie. Et là, je fais une petite parenthèse, parce que juste avant de rentrer, vous m'avez vu arriver avec monsieur le recteur et monsieur l'ambassadeur. J'étais avec monsieur le recteur, qui, comme l'avait dit, m'avait reçu chaleureusement il y a 2 mois, m'avait parlé longuement. C'est très intéressant de parler avec lui, si vous avez l'occasion de le faire. Demandez un rendez-vous, il devra vous recevoir, parce que sa mosquée est ouverte. Non, ce que je veux dire plus sérieusement, dernièrement, il y a une polémique, c'est que vous avez une personnalité publique des médias qui a dit qu'il était islamophobe. Moi, j'en reviens à la même chose de quelqu'un qui vous dit « j'aime pas les Noirs ». En 2024, moi, j'accepte pas quelqu'un qui me dit « j'aime pas les Noirs ». J'accepte pas quelqu'un qui me dit « je suis islamophobe », pas plus que j'accepte quelqu'un qui me dit qu'il est antisémite. Et cette personne-là, quand elle l'a dit publiquement, le recteur, dans son rôle, et l'a fait avec justesse, parce que c'est aussi un grand avocat à la base, eh bien, il a pris la parole publiquement pour dénoncer ça. Et la LICRA a pris ça, et aussi le fait qu'il avait reçu Rima Hassan. Écoutez, il reçoit qui il veut, et puis Rima Hassan, c'est pas une criminelle. Moi, je la connais même pas, enfin, je la connais de nom, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, tout ça participe à la division. On est d'abord une communauté. Moi, je représente une communauté, puisque je suis africain, j'écris pour les Africains et les Afro-descendants. Mais n'importe qui peut lire mon livre, c'est ouvert à tout le monde. Et je m'adresse à tout le monde. Mais dans Voleurs d'âme, par rapport aux autres livres que j'ai faits, qui parlent de l'esclavage et de l'histoire de l'esclavage,
je m'adresse à l'humanité entière, et je le dis en toute humilité. Musulmans, juifs, chrétiens, athées, laïcs, tous réunis autour d'une chose, la résistance face au nazisme et l'attachement à des valeurs qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de républicaines. Parce que même si la France c'est le pays des droits de l'homme, hein, bon, c'est le pays des droits de l'homme sur le papier. Après, je ne vais pas faire de polémique, je ne suis pas là pour ça. Mais en 1794, abolition de l'esclavage. En 1802, rétablissement de l'esclavage. Quand on crée le régiment de tirailleurs sénégalais, et c'est ce que je vous disais dans mon propos introductif, j'aime pas le terme chair à canon, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les tirailleurs sénégalais n'ont jamais reculé, je le répète, c'est important, et ont toujours fait preuve du plus grand des courages et de la plus grande des déterminations. Je conclus mon propos en vous parlant de valeurs d'âme. Moi, j'ai fait connaissance avec Awa. Alors, je l'appelle Awa comme si je la connaissais, comme si c'était une amie, comme si c'était une sœur. Awa est une jeune Sénégalaise qui grandit à Dakar, qui est née en 1920 à Dakar. Elle a envie d'être médecin, ben, elle ne peut pas. Parce qu'en 1920, vous êtes Sénégalais, vous ne pouvez pas être médecin. Parce que l'empire colonial, vous savez, la colonisation française et la colonisation anglo-saxonne, elles fonctionnent de deux façons différentes. Yasmina est d'origine nigériane et béninoise. Je dis nigériane parce que le Nigeria, c'est anglophone. Sachez que quand les Anglais colonisaient l'Afrique, ils nommaient des responsables locaux, des préfets, des chefs de la police, etc. Et ils essayaient au maximum, comme ils l'ont fait en Inde aussi, je ne dis pas que c'est bien, hein, je dis juste que c'est un constat, ils essayaient de mettre le plus de représentants de la population qu'ils avaient colonisée dans des instances gouvernementales, des instances de sécurité et de direction. Je crois que monsieur l'ambassadeur ne me contredira pas. Au Sénégal, c'est autre chose. La France, que ce soit le Sénégal ou ce qu'on appelait l'AOF, hein, ou l'AEF, peu importe, l'Afrique équatoriale, enfin tout l'empire colonial français en Afrique, la France, c'est pas comme ça. Le préfet, c'est un Français, le gouverneur, c'est un Français, le chef de police, c'est un Français, tout le monde est Français. Les professeurs sont des Français, et résultat, vous avez une assimilation des populations qui se fait très difficilement. Parce que, sachez qu'à Dakar, je le dis alors, sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur encore une fois, je ne veux pas vous impliquer, mais j'aime bien vous prendre en référence, comme ça si j'ai un problème, j'essaie de sa faute. Non, je plaisante. Sachez qu'au Sénégal, vous le découvrirez dans Voleurs d'âme, et là j'en viens à Voleurs d'âme. Je rappelle à ceux qui suivront par la suite, sachant qu'on est déjà en contact avec le mémorial de la Shoah à Paris, la Shoah occupe une grande partie de mon livre. La rafle du 16 juillet 1942. Quand Awa arrive à Paris, alors je ne vais pas raconter l'histoire, Awa est à Dakar, je vous le disais, elle veut être médecin mais elle ne peut pas, elle va être infirmière, parce qu'elle a envie d'aider les gens, elle a envie de soigner les autres. C'est une musulmane, elle a la foi, elle prie, elle est universaliste, elle est humaniste, comme beaucoup de musulmans africains, et les musulmans en général de toute façon. Après, peu importe la religion, c'est pas le propos, mais Awa a cette foi et cette fierté d'être du Sénégal. Vous verrez quand vous la lisez, parce que c'est elle qui parle, elle parle à la première personne, elle raconte son enfance, etc. Elle a grandi avec Ibrahim, qui est le deuxième personnage principal. Ibrahim, jeune Sénégalais, ils ont à peine 20 ans, eh bien ils vont se marier en 1939 au mois de juin. Et la Seconde Guerre mondiale, je le rappelle, commence le 3 septembre 1939. Et malheureusement, quand cette guerre commence, et j'en reviens à ce que je disais, il n'y a personne qui veut y aller au Sénégal. On vous dit qu'il n'y a pas eu de révolte. C'est pas vrai. On vous dit la Casamance s'est couchée. Moi j'ai entendu ça. Hein. Tout le monde a dit youpi, on va mettre des uniformes. Vous avez le film d'Omar Sy, Tirailleurs, qui n'explore pas nécessairement ça, mais on voit quand même qu'il y a un enrôlement qui n'est pas nécessairement volontaire. Il y a peut-être certainement, je le dis, parce que je n'ai pas non plus la connaissance de tous les tirailleurs, qui ont voulu participer à la guerre contre le nazisme. Mais il y en a quand même beaucoup, ils ne voulaient pas y aller. Ils ont entendu leur grand-père, leur père, leur parler des horreurs. Ibrahim fait partie de ces personnes-là. Il va être engagé dans la Seconde Guerre mondiale au 26e régiment de tirailleurs sénégalais. Il va se retrouver à Souges, à côté de Bordeaux. Et je rappelle que la plupart de ces jeunes Sénégalais et ces jeunes Africains, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais, il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Soudanais, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens. Tout cela, la plupart n'ont jamais mis les pieds en France. Ils ne connaissent pas le froid. Ils ne connaissent pas la pluie. Enfin, ils connaissent un peu, mais ils connaissent la pluie africaine, qui est particulière. Elle tombe dans plusieurs sens, la pluie africaine. Et en fait, déjà, il y a le choc d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a la guerre. Vous savez, le général de Gaulle, qui à l'époque est colonel, lui, il avait déjà théorisé qu'il fallait utiliser les chars. On ne l'a pas écouté, c'était qu'un colonel. Après, on le nomme général honoraire.
Et après, il va devenir le général de Gaulle. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention, le général de Gaulle, il n'a que 2 étoiles. Un général, ça peut aller jusqu'à 5 étoiles. Des fois, on m'a demandé, même dans d'autres conférences ou quand je donnais des cours, « Ah, mais pourquoi il n'a pas 5 étoiles, général de Gaulle ?» Non, il a voulu garder ses 2 étoiles. Parce que quand on l'a nommé général honoraire, on a voulu lui supprimer son grade de général. Donc, dans la symbolique, il a préféré, en humilité, dire « Je garde mes 2 étoiles, je ne veux pas d'un hommage avec 5 étoiles, ça n'a pas de sens. » Mais bon, passons. Ibrahim se retrouve au 26e régiment et après il va être engagé dans les combats parce que malheureusement la France n'a rien vu venir. Les Allemands ont une stratégie qui est établie. Bon, désolé, ça fait un peu court magistral. Ils se positionnent en Belgique en faisant croire qu'ils vont attaquer par le nord. Finalement, les Panzers, les chars qui vont très très vite à l'époque, eux vont rentrer du côté de l'est de la France et c'est la débandade et la France perd. Et on en revient à ce que je disais au tout début. Qui c'est qui se retrouve en ligne de front? Pas que, mais ils y sont. À maintenant le régiment d'Ibrahim, le 26e, à Chasselet, en 1940 au mois de juin, le 25e. Et là, c'est des massacres. Et là, je veux dire une chose qui est très importante. Quand on parle de la Shoah, on parle des Juifs. C'est un génocide, c'est un terme qui est apparu en 1944. Quand vous lirez mon livre, vous verrez que sur la première page en avant-propos, je dis que le terme génocide est apparu en 1944. L'esclavage, pour eux, c'est pas un génocide. Moi, je dis que l'esclavage est un génocide. On ne va pas dire combien de morts, etc. C'est pas un problème de comptabilité. Même les Indiens d'Amérique, même les Incas et les Mayas, ce sont des génocides. Mais regardez ce qui est très important. Beaucoup de gens, et je dis bien beaucoup de gens, j'ai la chance d'avoir pu, dans des amphithéâtres d'université, en France, à l'étranger, pouvoir parler de ces sujets-là, et je peux vous dire que la majorité des gens me disent « Mais la Shoah, c'est les Juifs. Je crois qu'il y a les Tziganes. Et ils ont aussi tué des homosexuels. » Attendez, moi je vais vous rappeler un fait historique. Les Noirs, dans le système nazi, sont considérés comme une sous-race. La hiérarchisation des races par les Aryens considère que les Noirs sont comme les Juifs, pas des humains. Vous ne pouvez pas faire rentrer des bébés de 20 jours, des enfants de 2 ans, des enfants de 5 ans dans des chambres à gaz, les gazer en disant c'est des Juifs. Il ne faut pas avoir d'humanité pour faire ça. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'eux-mêmes, les SS, étaient convaincus que ce n'étaient pas des humains. Mais sachez que les Noirs, c'est la même chose. Les premiers Noirs qui vont être déportés, personne n'en parle. Ils vont être déportés, ce sont les Noirs qui vivent en Allemagne. Ils vont subir des persécutions. La plupart des leaders noirs qui vont parler en Allemagne, qui sont d'origine africaine, vont être assassinés en 1939, 1940, 1941. Et là, ils vont commencer à déporter des Noirs avant même de déporter des Juifs. Ça, c'est un fait historique dont personne ne parle. Serge Billet, qui est un écrivain ivoirien antillais, a écrit un livre où il s'est fait attaquer à l'époque, qui n'est pas un roman. Moi, c'est un roman historique, donc j'ai une liberté en mettant un peu de fiction, parce que c'est romanesque. Mais Serge Billet a voulu faire un essai en disant, avec des preuves à l'appui, que des Noirs avaient été déportés dans des camps de concentration et des camps d'extermination, et qu'ils avaient même subi des expériences médicales. Et s'est fait attaquer de toutes parts. Alors moi, il n'y a personne qui va m'attaquer. Après, ceux qui veulent venir attaquer, je répondrai volontiers. Moi, je le dis sans difficulté. La Shoah, c'est la mort de plus d'1,5 million de victimes à Auschwitz, parce que c'est le camp duquel je parle dans Volendam, qui est le camp d'extermination principal. Globalement, c'est 6 millions de victimes, avec les Tziganes, qui sont aussi des populations qui sont souvent oubliées dans les hommages. Et bien sûr, on en revient à Volendam, les Juifs de France, mais pas que. Quand Hawa arrive à Paris, elle arrive à la Grande Mosquée de Paris. Elle y trouve un refuge, elle y trouve quelque chose de familier. Et là, on lui présente le docteur Moshe Ben-Koubian. Et c'est chez lui qu'elle va être hébergée. Et elle va célébrer le Shabbat avec cette famille, alors qu'elle est musulmane. Et elle le fait parce qu'elle n'a jamais connu de juifs. Au Sénégal, il n'y a quasiment pas de juifs. Il y en a un peu, mais ils n'ont pas d'interaction avec les Sénégalais. Du coup, elle est curieuse. Et elle s'aperçoit, et j'aime bien cette formule, qu'on est tous les enfants d'Abraham, qui est appelé de manière juste le père des nations. Isaac, Ismaël. Le premier, Ismaël, va donner Jacob. Jacob, Israël. Israël veut dire celui qui combat dans le chemin de Dieu. Jacob, Israël, va avoir ses 12 enfants, Joseph, et vont fonder les 12 tribus, la tribu de Judée et le judaïsme. Parce qu'à l'époque d'Abraham, en vérité, le judaïsme n'existe pas en tant que tel, en tant que religion. Mais vous avez aussi Ismaël, sa mère Agar, qui est égyptienne, qui, elle, se rend à la Mecque,
Et ensuite, alors elle ne crée pas l'islam, hein, parce que l'islam c'est bien après, c'est en 610, c'est avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en tout cas, c'est important de rappeler que quand Hawa arrive, c'est une famille juive qui l'héberge, parce que je veux le dire ici de manière solennelle, là, devant monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il n'y a pas de musulmans qui ont participé à la Shoah, ça n'existe pas. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, toi tu vas à la mosquée, j'espère que tu vas parler du régiment SS bosniaque. » Ah, bah j'ai dit si j'en parle, c'est un régiment SS, enfin un petit régiment dans lequel il y avait des bosniaques musulmans. On aime bien montrer ces images quand est tourné par Joseph Goebbels. On vous montre des soldats SS qui prient. Ce sont des musulmans, donc les musulmans ont participé. C'est de la propagande. Je pourrais parler de la division Charlemagne, qui est une division française composée de SS français. J'en parle pas, parce que ce serait réduire la France à une collaboration et au fait que c'était des SS, et c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de musulmans qui ont participé à la Shoah. Adolf Hitler, sachez-le, et Heinrich Himmler, le chef de la SS, a voulu entraîner les musulmans dans le conflit en disant « Vous êtes persécutés en Algérie, vous êtes persécutés en Égypte par les Européens, rejoignez les Allemands, puisque nous, on ne va pas vous coloniser, nous, on ne vous a rien fait. » Mais sachez que tous les musulmans de cette époque-là, même si le grand moufti de Jérusalem serre la main à Hitler, tout ça c'est de la propagande. Dans la réalité, les musulmans n'ont jamais adhéré au nazisme, parce que quand on est musulman, et là je ne fais pas de propagande religieuse, qu'on soit chrétien ou autre chose, peu importe, mais on ne peut pas accepter le nazisme, ça n'a pas de sens. Hiérarchisation des races, tuer des familles entières dans des chambres à gaz, et ensuite asservir des populations entières sous prétexte qu'ils ne sont pas ariens. Moi j'aurais vécu en 1942, et je crois que 98% des gens qui sont dans la salle, on se serait tous serré la main dans le camp de Dachau ou Treblinka. Ils ne nous auraient pas laissé en vie. Et c'est important de le dire. Et je reviens à ce que je disais, dans Voleurs d'âme, je pointe cette fraternité, mais surtout, je parle du sort des Noirs qui étaient dans des camps de concentration. Parce qu'encore une fois, on n'en parle pas. Et moi, je ne suis pas le porte-parole des Noirs du monde entier, mais je suis un conteur d'histoire, c'est ce que je vous ai dit au début. Et l'histoire que je raconte, c'est pas de dire ah, les pauvres Noirs dans les camps. Quand vous allez lire Voleurs d'âme, vous allez savoir ce qui s'est passé le 16 juillet 42, si vous ne le savez pas. L'opération Vent printanier. Ce sont des policiers français, il n'y a pas d'Allemands, que des Français, qui vont arrêter des familles entières qui habitent dans Paris. Ils vont arrêter 12 884 personnes, ils vont mettre les enfants vélodrome d'hiver, sans eau, sans nourriture, pendant 5 jours. Il y en a qui vont mourir dans le vélodrome. Ils vont mettre les autres à la cité de la Grande Muette, qu'on appelle Drancy. C'est un camp de prisonniers, là aussi dans des conditions sanitaires effroyables. Et Hawa, elle est témoin de tout cela. Parce que vous savez, le titre anglais de mon livre qui est sorti aussi aux États-Unis, c'est My Soul is a Witness, mon âme est le témoin. Moi, je l'ai appelé Voleur d'âme parce que le recteur, c'est bien, et pourtant on n'a pas échangé avant, elle le dit à Hawa dès le début du livre, ils n'ont pas volé mon âme est intacte. Parce que j'estime que mettre des gens dans une chambre à gaz, massacrer des enfants, des femmes, des adultes, des vieux, les déporter dans des wagons à bestiaux, c'est plus de l'humanité, c'est voler l'âme de quelqu'un. Vous savez, quand Heinrich Himmler ordonne qu'on brûle les dépouilles dans des fours, c'est parce qu'il veut faire disparaître les preuves, mais il veut effacer les Juifs de la terre. Il n'y en a plus, on les efface, on les brûle. Vous imaginez, enfin, c'est terrible, surtout dans le contexte politique actuel. Vous savez, il y a de la division, et moi je veux dire ici, Juifs, musulmans, pas juifs, peu importe, tous ensemble. La Shoah, c'est en 1942. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, je parle de 42 dans mon livre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a la rafle, il y a le Veldiv, il y a Drancy, il y a les bus et il y a les trains. Le convoi numéro 12 du 29 juillet, c'est un vrai convoi. 1000 personnes sont montées dedans, majoritairement des femmes et des enfants. Sur 1000 personnes, 3 survivants. 3 survivants. Pas 3 survivants parce que c'est des champions. 3 survivants parce que voilà, dans les camps, ils n'ont pas été gazés à la sélection. Vous découvrirez dans Voleurs d'âme ce qui se passe quand on descend du train, la Judenrampe. Ce qui se passe quand on vous sélectionne. Imaginez un peu. Imaginez, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Si vous avez des enfants, c'est encore pire. Vous descendez d'un train, vous ne savez même pas où vous arrivez. Si vous dites à des gens, à l'époque, on va vous gazer, ils ne vous croient même pas. Même les Allemands eux-mêmes, sachez-le, vous avez un très bon film qui s'appelle Amen, où vous avez celui qui a, dans le régime nazi, mais j'ai oublié son nom, qui a amené le Zyklon B pour gazer des populations. Lui-même, il n'en revient pas quand on teste sur des humains.
Personne ne peut croire qu'on va gazer des gens. Et vous savez, quand ils les font descendre dans la chambre à gaz, c'est très bien décrit dans mon livre, c'est effroyable, mais je devais le décrire. On leur dit pas, vous allez être gazés. Vous allez prendre une douche. Il y a même un panneau. Les poux, c'est le typhus, c'est la maladie. Ce sont des enfants. Il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont 5 ans, il y en a qui ont 10 ans. Ils sont tous effrayés. Vous allez prendre une douche. On les a ramenés dans des chambres à gaz avec des camions de la Croix-Rouge. Parce que vous savez, ceux qui partaient à gauche, chambre à gaz. Ceux qui partaient à droite, camp de travail. Mais attention, quand on dit camp de travail, c'est pas pour travailler et après on est libéré. Hein. C'est pour mourir, mais pas tout de suite. Malnutrition, travail impossible, journée interminable. Mais les enfants, on les faisait monter dans des camions de la Croix-Rouge. Alors les familles, qu'est-ce qu'ils voient des camions de la Croix-Rouge? Ils se disent, ils vont peut-être aller à l'hôpital ou dans un bâtiment pour les enfants. Et personne ne se révolte. Parce que vous avez eu des révoltes dans les camps, Treblinka, Sobibor, etc. Mais à Auschwitz, c'est très bien fait. Les camions, le gazage immédiat. Et après, vous avez la vie à Auschwitz, que vous allez découvrir dans Volendam. Et vous avez le bloc 17, qu'on appelle le bloc des Slaves. Eh bien, dans ce bloc-là, il y avait des Noirs. Officiellement, ils ne sont pas là. Officieusement, ils sont là. Ils n'étaient pas déportés, ceux-là. Sachez que les tirailleurs qui n'avaient pas été massacrés, à qui on avait demandé de creuser des tombes ou des fosses communes, ou des tirailleurs qui avaient été prisonniers parce qu'ils étaient tombés sur des nazis, qui avaient peut-être plus de munitions, ou qui ne voulaient simplement pas les massacrer parce qu'ils en avaient assez, on envoie ces tirailleurs, on avait dit d'éteindre les téléphones, on envoie ces tirailleurs dans des camps, des Frontstalag en Bretagne. Dans mon livre, vous verrez que je parle du camp de Dinan, le camp numéro 23. Il y a des Algériens, des Africains, des Sénégalais, des Congolais, etc., qui sont utilisés comme force de travail pour construire ce qu'on appelle le mur atlantique. Des bunkers, des bâtiments pour protéger les soldats allemands. Et bien justement, Heinrich Himmler ne comprend pas pourquoi ces tirailleurs ne meurent pas en travaillant. Au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et ils ne meurent pas. Parce qu'ils ont une constitution, une robustesse physique qui est déjà importante, puis ils sont débrouillards, ils arrivent à trouver de la nourriture, ils arrivent à se contenter de peu, ils survivent, mais ils ne meurent pas. Et c'est Heydrich qui va dire, on pourrait prendre quelques Africains, parce que nos Sonderkommando, les Sonderkommando, c'est ceux qui sortaient les corps des chambres à gaz lorsque les gens avaient été gazés, ça durait à peu près 20 minutes dans des souffrances des plus abominables. Les Sonderkommando, il y en a qui pesaient comme l'imam Mesli, 30 kilos, 20 kilos, qui étaient arrivés au tout début. On les a pas tués parce qu'on s'est dit, tiens, eux, ils sont là, eh bien vous allez être des capots, ou des Obercapots, et des Sonderkommando, c'est-à-dire que vous allez participer, ils ne sont pas contributeurs, mais ils vont participer en sortant les corps, parce que les nazis ne touchent pas les corps, et en les mettant dans des fours. Eh bien, ils vont utiliser des Africains pour faire ça. Ils vont utiliser des Noirs, des Algériens, des Antillais. Parce que pour un nazi, un Antillais ou un Africain, c'est un Noir. Hein. Il n'y a pas de différence. Et c'est ce que vous allez découvrir dans Volendam. Et je ne vais pas spoiler le livre. C'est toute cette histoire que vous allez pouvoir lire qui célèbre les tirailleurs sénégalais, qui célèbre la fraternité entre juifs et musulmans, qui célèbre l'engagement du recteur Kadour Ben Gabrit, qui célèbre les FTP, les francs-tireurs partisans, qui célèbre la résistance. Mais ça vous renvoie à quelque chose. Parce que mon grand-père a combattu, mon père a combattu, en tant qu'Africain. Ils m'ont parlé des traumatismes de la guerre d'Indochine, ils m'ont parlé des traumatismes de la guerre d'Algérie, mon grand-père m'a parlé des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. C'est notre héritage, c'est notre histoire. Et elle ne doit pas être oubliée. Mon travail, c'est de raconter une histoire, mais surtout, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, de rappeler cette fraternité entre musulmans et juifs, qui est dans mon livre, et de rappeler que les Noirs ont été victimes de la Shoah au même titre que d'autres populations parce qu'on avait hiérarchisé les races et que malgré tout, aujourd'hui, et c'est tout le travail de Madame Seck, que je vous invite à aller regarder sur Google, etc., ce qu'elle fait, c'est la mémoire de ces tirailleurs, parce qu'il y en a encore qui sont vivants, mais il y en a malheureusement qui ne sont plus là, qui nous ont même quittés cette année ou l'année d'avant, et à qui on n'a pas versé de pension, à qui on n'a pas fait de reconnaissance. Et vous savez, monsieur le recteur, et je finirai là-dessus et j'aurai terminé, quand on s'est rencontrés dans son bureau, et il l'a dit, oui, je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, quand il a demandé qu'on fasse une rue pour l'imam Mesli, elle est où la rue? Il n'y en a pas. Mais moi je vais vous dire, il n'y a pas de rue Joseph Ignace. Joseph Ignace, c'est un commandant français, qui est dans mon livre Solitude 1 et Solitude 2. Il n'y en a pas. Il y a une rue Louis Delgrès,
qui est un colonel, mais il n'y a pas de rue Massoto, il n'y a pas de rue Dauphin. Je ne sais même pas, franchement, après si vous me le dites, je le découvrirai, je ne sais pas s'il y a une rue Patrice Lumumba à Paris. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je cite des grands noms, mais il y a des tirailleurs qui méritent d'avoir des rues. Et je sais que Madame Seck, par exemple, on en a parlé, parce qu'on s'est rencontrés vendredi, elle a réussi, je crois que c'est son action, à faire en sorte qu'un tirailleur porte la flamme olympique sur le trajet de Saint-Denis, je crois, en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est important. Moi, c'est pas les jeux, je suis pas les jeux, bon, c'est les jeux, mais cette symbolique, elle est importante. Parce que ce sont nos ancêtres très proches. Parce que moi, j'ai écrit sur nos ancêtres plus lointains, mais là, c'est l'humanité qui est en jeu. Parce qu'ici, on n'honore pas nos anciens. Qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, importe peu. Qu'on soit musulman, pas musulman, importe peu. Même si vous n'êtes pas sénégalais, c'est pas important. Ce sont d'abord eux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, on puisse s'exprimer librement dans cette grande mosquée et qu'on ait été accueillis et qu'il n'y ait pas eu de difficulté. Alors, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro prévu pour ça. Oui, non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous viendrez me voir tout seul pour me la poser. C'est souvent ce qu'on fait à la fin. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous levez la main, on vous passe un micro. Ça peut être n'importe quelle question historique, comme un quiz, et j'y répondrai. Ah oui. Merci. Merci. Maintenant, vous comprenez avec tout ce que j'ai dit pourquoi j'ai salué plusieurs fois Monsieur l'ambassadeur du Sénégal. Parce que voilà, c'est l'ambassadeur de la République du Sénégal, c'est le fait qu'il soit là m'honore vraiment, et ainsi que la présence de Monsieur le recteur, parce que vous voyez, c'est quand même une belle organisation, on est dans une belle salle, qui je le dis quand même en parenthèse, en attendant que vous leviez la main pour une question, c'est la salle Émir Abdelkader. Ça, c'est un autre sujet, l'Émir Abdelkader. Il y a beaucoup à dire aussi sur ce personnage historique. Si vous en avez pas, si vous en avez, allez-y. Ah, voilà, une question. Vous voulez un micro peut-être? Il y a un micro pour la dame? C'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez expliqué. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, donc déjà merci. Je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous conseillerez à chacun d'entre nous de mettre en place justement pour continuer à honorer les anciens et pour éviter que ce genre de génocide se reproduise? Quelle responsabilité individuelle? Alors je répondrai de manière très courte parce que je crois qu'il y a des gens devant moi qui sont même plus qualifiés que moi pour répondre, mais néanmoins, la première chose, je cite dans d'autres ouvrages que j'ai écrits que l'oubli est une forme de liberté. Mais il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de droit à l'oubli avec la mémoire collective. Pour ne pas oublier les ancêtres, pour ne pas oublier les tirailleurs, pour ne pas oublier l'engagement de nos anciens, Madame Seck, qui dirige une association par exemple, ses actions permettent de perpétuer la mémoire. À ma modeste contribution avec mes livres, j'y participe. Mais vous, si vous n'êtes pas écrivain, si vous n'êtes pas dans une association, vous pouvez en créer une, vous pouvez rejoindre l'association de Madame Seck, et au-delà de ça, si dans votre famille, il y a des gens qui sont concernés, pas nécessairement que par les tirailleurs, qui étaient même aux Antilles ou ailleurs, peu importe, vous entretenez la mémoire par la transmission du savoir aux nouvelles générations. C'est pour ça qu'il faut des livres, il faut des auteurs, il faut des films, il faut des créations qui permettent de faire vivre la mémoire des anciens et toute cette mémoire qui est collective. Ça, c'est la première chose. Pour pas qu'il y ait de nouveaux génocides, bon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Quand il y a eu le génocide au Rwanda en 1994, on avait dit plus jamais ça, mais il y en a eu un. Voilà. Là, il y a des populations civiles qui sont victimes de bombardements à Gaza. Bon, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise le mot génocide sur les populations de Gaza. Moi, je ne suis pas un homme politique, néanmoins, je trouve que c'est quand même regrettable, même si les Nations Unies se sont réunies et que la Cour pénale internationale a condamné certains responsables de ces actions. C'est regrettable qu'on considère les humains peut-être pour une nationalité, ou une origine, ou une religion. Ce qui se passe en Ukraine, c'est très triste, c'est une guerre. Ce qui se passe au Congo, je le dis, 6 millions de morts, dans un silence absolu, on n'en parle jamais. On parle de Gaza, et c'est normal, pas assez. On parle de l'Ukraine, qui parle du Congo? Il y en a même qui ne savent pas qu'au Congo, il y a plus de 6 millions de morts. Et le Darfour? Ou le Darfour, bien sûr, ou le Yémen.
Mais vous savez, je crois que c'est une responsabilité humaine. Maintenant, on n'est pas des hommes politiques, mais on vote. Et au-delà du vote, on peut prendre publiquement des positions et mener des actions pour que plus jamais il y ait ce type de choses. Vous savez, pour le génocide, Kadour Ben Gabrit a résisté justement en n'adhérant pas avec les nazis. Et Mesli a fait la même chose. Nous, à notre niveau, si demain ça doit arriver, la résistance, c'est d'abord de dire non. Des policiers français, quand on leur a dit d'aller chercher des familles en 1942, ils auraient pu pas dire non, parce qu'ils sont obligés d'obéir, mais ils auraient pu ne pas le faire. Ils vont devant la porte, il n'y a personne, et ils partent. Il y en a qui ont fait du zèle, et il y en a qui ne l'ont pas fait. Donc la meilleure réponse, c'est, si ça doit se reproduire, et j'espère que ça ne se reproduira pas sur une échelle aussi terrifiante, au même titre que le génocide de l'esclavage, eh bien c'est d'être tous unis, sans clivage sur nos origines ou notre religion, et d'être tous ensemble, et de dire non. Et d'avoir le courage de dire non. C'est parce que quand on n'a pas ce courage-là, que des idéologies peuvent prendre le dessus sur des populations ou des pays. J'espère que j'ai répondu à votre question. Nickel, et si je peux juste enchaîner avec une deuxième question qui est liée à celle-là, c'est, vous, on sent que vous êtes vraiment passionné et connaisseur. De manière très modeste, quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais un passeur d'histoire et j'ai dit que j'étais pas le porte-parole de l'Afrique et du peuple noir. Mais néanmoins, par mes 5 livres qui sont déjà publiés, le 6e qui arrive et j'en ai encore d'autres qui arrivent après, je contribue, mais je ne suis pas le seul, et bien heureusement, il y a de grands écrivains africains, de grands écrivains antillais, France Fanon, etc. Et d'autres, on ne va pas citer tout le monde. Mais je contribue à mon niveau à moi à ça, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai souffert de l'absence de livres et de l'absence de récits, parce que j'ai tout de suite compris que Astérix, c'était pas mon ancêtre. Très tôt. Et j'ai tout de suite compris aussi qu'Obélix non plus. Mais j'ai rien contre le général de Gaulle, j'ai rien contre Vercingétorix. C'est merveilleux, Charlemagne, etc. Mais c'est pas mon histoire. Mon histoire se définit pas par l'esclavage. C'est pas parce que je suis africain, c'est pas parce qu'on est noir que c'est que l'esclavage. Avant l'esclavage, il y avait des grands empires en Afrique. Personne n'en parle. Il faut qu'on aille nous-mêmes chercher l'histoire. Aujourd'hui, dans plein de pays africains, il y a un essor où beaucoup de contributeurs écrivent. Vous avez l'Université du Sénégal chez Anta Diop, où j'ai eu la chance d'aller, où il y a vraiment de grands mouvements intellectuels qui contribuent, et même le recteur de la mosquée de Paris, avec ses mercredis du savoir et d'autres actions, à ce que les Africains, les musulmans, de manière plus large, toutes les populations qui sont oubliées, parce que les Noirs c'est une chose, et les Asiatiques c'en est une autre, mais vous voyez bien que l'histoire qui nous est enseignée quand on est en France, c'est pas nécessairement nos ancêtres. Donc moi, ça a été très très tôt mon engagement, et je me suis dit, il faut que tu apprennes l'histoire. Et quand j'ai appris l'histoire, j'ai vu que c'était pas suffisant, parce qu'il fallait que j'apprenne une nouvelle histoire. Parce que même Kadour Ben Gabrit, vous savez, il en a parlé, monsieur le recteur, la majorité des gens ne le connaissent pas. Ou disent, ah c'est un imam. Non, voilà. Et au-delà de ça, pour apprendre son histoire, il faut aller la chercher. Et monsieur le recteur a cité une des phrases qui est un des slogans de Tcholedja, apprendre son histoire est un acte de résistance. Voilà, on ne peut pas être passif, il faut être actif, sinon personne ne le fera pour vous. Merci. Oui. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, moi, c'est Annabelle Tonti. Je suis l'une des initiatrices de la marche du 21 avril contre le racisme et l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée dans ce combat parce que j'ai été touchée par un drame personnel. Comme beaucoup d'autres familles, j'ai un frère qui a été tué par la police. Et je me suis toujours posé la question pourquoi ce traitement, le traitement qu'a la France vis-à-vis de ces jeunes immigrés, de ces jeunes issus d'immigration post-coloniale, d'où venait ce déni par rapport à une autre population que sont la communauté juive, et est-ce que c'est le fait aussi qu'on n'arrive pas à s'organiser en tant que lobby aussi, et toutes ces questions-là, elles s'entrecroisent en fait, et quelque part, et c'est vrai que comment on fait aussi pour que la France puisse
puisse raconter ces histoires-là qu'elle veut nier, en fait. Il y a une espèce de déni de cette histoire. Et comment on fait pour que dans les manuels scolaires, on nous raconte la colonisation et comment dire, j'en perds des mots parce que excusez-moi, sur la psychologie, la difficulté qu'on a aussi à nous raconter, en fait, de savoir de là d'où l'on vient, la difficulté à pouvoir s'exprimer et c'est d'ailleurs le cas ce soir. Et j'en perds mes mots, mais je vais vous rattraper, je vais vous tendre une échelle. Regardez, je vais vous répondre de manière très synthétique parce que vous avez posé plein de questions dans une question. Moi, j'ai envie de vous dire, et je le dis, après, si quelqu'un veut me contredire, il peut aisément. Le problème en France, parce que c'est un problème, c'est alors déjà, il y a un problème de notre côté. Quand je dis de notre côté, en tant qu'enfant d'immigrés ou enfant issu de l'immigration, c'est que beaucoup ont tendance à se considérer comme non français. Moi, je vais vous dire, quand on est né en France, qu'on parle français, qu'on ne sait même pas parler arabe, parce que vous savez, quand j'étais en Égypte ou à Dubaï, par exemple, de jeunes maghrébins, ils n'arrivent pas à parler avec les gens de là-bas, ils ne parlent pas l'arabe. Ils parlent français et ils parlent un dialecte. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est né en France, quand on a été à l'école de la République, on est français. Mais le problème, c'est qu'il faut accepter l'idée d'être français, parce qu'on est en France et qu'on vit en France et qu'on a grandi en France, qu'on a été à l'école publique, etc. Mais il faut surtout accepter l'idée qu'on a une histoire. Et quand on veut faire face, ou quand on fait face à des discriminations, et ça renvoie à tout le travail de monsieur le recteur, et de d'autres personnes qui sont présentes, ou le MRAP, ou des organisations comme ça, parce qu'il y a madame Baudelieu qui est là, la vice-présidente du MRAP. En fait, je connais l'histoire de votre frère, comme je connais l'histoire d'Adama Traoré ou d'autres. C'est malheureux, parce que c'est toujours, et je le dis, c'est souvent et toujours des jeunes issus de l'immigration. Alors je ne crois pas, et honnêtement, moi je ne suis pas là pour défendre le pouvoir en place, etc., mais je ne crois pas que la République française vise délibérément de jeunes noirs ou de jeunes maghrébins. Je crois que c'est d'abord un problème de socialisation. À partir du moment où vous n'avez pas les mêmes chances de départ, vous vivez moi j'ai grandi dans une cité qu'on appelle aujourd'hui populaire, je ne vois pas ce qu'il y a de populaire. Quand vous vivez dans une cité dortoir, que ce soit à Sevran, Aulnay-sous-Bois ou ailleurs, c'est pas du tout populaire, ce sont des ghettos. Mais les Français n'ont jamais accepté le terme ghetto. Les Américains ont fait la paix avec ça en acceptant le fait, Yasmina vit aux États-Unis, la plupart des gens de Tioleja vivent aux États-Unis, ils ont accepté le fait qu'ils avaient des ghettos. Donc ils ont essayé de conjuguer avec ça et de rentrer ces gens des ghettos dans la société. Si vous êtes noir ou arabe en France, vous avez du mal à trouver un emploi, vous avez du mal à trouver un appartement. Ça, c'est un travail collectif. Parce que, vous savez, je le dis, le fait d'être musulman ne fait pas de vous un non-français. On est français, on a le droit d'être musulman, c'est un pays laïque. En 1905, ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des musulmans. La mosquée, elle a été construite en 1926. Aujourd'hui, en 2024, il y a des millions de musulmans en France. Mais il y en a, c'est pas nécessairement des Maghrébins. Il y a des Sénégalais, des Noirs, des Nigérians, des Congolais, des Ivoiriens, tout ce que vous voulez, mais aussi des Blancs comme n'importe quel Français. Ce que je veux dire, c'est que la religion ne définit pas la citoyenneté. Mais malheureusement, vous avez des discours en France qu'on permet, et vous savez, vous avez dit pourquoi ceux de confession juive ne sont pas visés, par exemple. J'ai envie de vous dire, c'est tout simplement parce qu'il y a les minorités visibles et les minorités invisibles. Il y a eu l'assassinat, par exemple, du jeune Yann Halimi, qui était effroyable. Maintenant, je ne vais pas faire des comparaisons, il ne s'agit pas de comparer, mais c'est surtout tous des enfants de la France. Non, c'était pas de dire que c'était qu'il y a une communauté qui n'était pas visée, en fait. Oui, dites-moi. Qu'il y avait une reconnaissance. Sur son histoire. Sur son histoire. Alors, je vais vous dire, franchement, et ça, je ne me trompe pas, c'est parce que la France a honte d'avoir déporté des Juifs. Elle a honte de ça. Elle commence à avoir honte d'avoir torturé des Algériens pendant la guerre d'Algérie et d'avoir guillotiné des dizaines d'Algériens qui étaient des résistants. Il y en a plein, on ne va pas faire aujourd'hui la liste des noms, et même au Maroc, etc. C'est qu'elle a honte de cette histoire avec le peuple juif parce que ce sont des Français qui ont été mis dans des trains. Mais parce qu'ils étaient juifs, ils ont été déportés. Donc la France aujourd'hui, elle a un devoir de réparation vis-à-vis de cela. Je pense que c'est par nos actions, tous ensemble, ici ou ailleurs, et même vous, avec vos actions, les marches, etc., et puis toutes les actions culturelles, politiques, qu'on pourra envisager
de se réapproprier notre citoyenneté en criant haut et fort, on est en France, on est né en France, on est français, autant que n'importe quel Français, peu importe la couleur, la race ou la religion. Voilà, je ne sais pas si ça répond, partiellement peut-être, monsieur le recteur. Moi je voudrais... Venez au micro si vous voulez. C'est vraiment passionnant et merci pour toutes les questions. Merci à toi, Gabriel. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on continue cette discussion. Vous savez, la Grande Mosquée de Paris a toujours eu cette fierté. À chaque organisation, à chaque conférence, il y a toujours un buffet. Je vois que le buffet est prêt. Je vous propose donc d'aller vers le buffet et de continuer à discuter. Une simple précision, Gabriel, et tu as raison dans la question de l'histoire. Tu as dit que cette salle s'appelait l'Émir Abdelkader. C'est vrai. Mais en même temps, je voudrais simplement, pour vous montrer ce tableau. Regardez ce regard, ce sourire. Il s'agit d'Almani Samoré Touré. Je ne le savais pas. J'étais un jour en train de me promener dans la mosquée, je rentre à la bibliothèque et je trouve ce tableau. Et je dis, ce n'est pas normal de laisser un tel tableau avec un tel sourire. Je ne connaissais pas Samoré Touré. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, c'est ce que tu disais dans ton livre, c'est que avant, bien avant, il y avait des grands empires, il y avait des grandes personnalités. Et quand je regarde ce sourire extraordinaire, je dis qu'il a toute sa place et nous allons corriger. Ça sera la salle Émir Abdelkader. Excusez-moi l'émir, mais vous allez partager cette belle salle de conférence avec un homme aussi important que vous dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle Samoré Touré. Donc voilà, je voulais vous... Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jason. Je suis d'origine antillaise. Je viens plus exactement de la Martinique. Et je ne froisser personne. J'ai entendu des bonnes choses ce soir. J'ai entendu des choses à côté des choses que je voulais entendre. Je suis vice-président de l'association. On organise aussi dans notre ville beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements sur l'esclavage. Moi, je vais dans une direction. Je dis à chacun son combat. Tous les combats ne sont pas pour nous. Ça, c'est ma devise. Je respecte Gabriel, tout ce qu'il a dit. C'est son droit. Mais chaque personne, nous n'avons pas tous les mêmes combats. C'est pourquoi je dis souvent, celui qui ne connaît pas son histoire, son passé, ne peut pas comprendre son présent, comme la sœur là-bas, et surtout ne peut pas préparer son futur. Ça, c'est notre devise dans l'association. C'est pourquoi nous n'avons pas le même regard que nos frères et nos sœurs d'Afrique. On nous a déportés, on nous a emmenés, on a fait de nous des Français, je le dis tout le temps, on a fait de nous des Français, mais nous ne sommes pas Français à part entière. Nous sommes à côté de la plaque parce que nous n'avons pas les mêmes droits que la France. J'ai juste une question pour Gabriel. Juste une seule question, et après... la question que je me pose lorsque je regarde la Chine, le Japon, il y a des Japonais, des Chinois, etc., etc. Quand je regarde l'Afrique, il y a les Noirs de côté, il y a le désert au milieu, et les Africains qui sont blancs au nord. D'où viennent-ils? Et en quelle année sont-ils arrivés? C'est juste ça ma question. C'est ça la question? Oui, juste ça. Et après, on peut débattre, après pendant le cours. Le mot débat, ça sous-entend d'avoir deux points de vue opposés, de voir les opposer l'un à l'autre. Alors, je veux savoir quelle année, quelle période ils sont arrivés, et surtout, pourquoi? Alors déjà, excuse-moi, sans te manquer de respect, tu as dit le mot Afrique, tu as dit le mot africain. Ouais. Peut-être qu'en répondant à ta question, je vais y répondre d'une manière très simple. Le mot Afrique, c'est une invention de l'Occident. Le mot Afrique veut dire ceux qui ont la peau noire ou la peau brûlée. Le vrai nom de l'Afrique, c'est Al-Keboulan. À l'époque d'Al-Keboulan, alors on trouve aujourd'hui dans des découvertes archéologiques, ce que tu appelles des blancs, ce ne sont pas des blancs. Le phénotype blanc, c'est l'Europe, les Vikings, les Danois. Ce que tu appelles des blancs, c'est peut-être les Maghrébins aujourd'hui.
Mais alors, excuse-moi de te contredire, je suis désolé. En Algérie, il y a des Noirs. Non, mais c'est pas des Noirs qui ont immigré. Il y a des Noirs au Maroc, il y a des Noirs en Tunisie. Et au-delà de ça, les tribus berbères, avant le Maghreb, la création de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, c'était une grande nation berbère qui faisait toute la bande du Nord. Il y a plus de 6000 ans, on a des traces archéologiques de peuples berbères, tamazites, et après il y a Carthage aussi. Tu sais Carthage, tu connais Carthage? Oui, je connais. Tu peux pas dire ce sont des blancs, c'est pas, tu sais, le fait qu'il y ait des noirs en dessous. La question était, oui, à quelle période sont-ils arrivés? Ils sont pas arrivés. Et pourquoi? Alors, ils sont pas arrivés. C'est pas une invasion coloniale où ils se sont installés, qu'ils ont volé des terres à des noirs qui étaient là-haut. En fait, les premiers hommes de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, où on peut dire que c'est parti du royaume Congo avec un K, ou même du Cameroun, les Bamileke ou les Bantous, les premiers sont partis à l'est pour cultiver des meilleures terres. Ils sont arrivés en Égypte. Et là, le fleuve du Nil, ils ont trouvé que c'était un bon endroit pour fonder des empires, parce qu'à l'époque, c'était l'agriculture. Et je te parle de ça, il y a plus de 6000 ans. Après, il y a aussi l'empire sumérien. Et là, ils vont fonder le royaume de Couche. Et ensuite, les grandes dynasties égyptiennes. Et là, je te réponds, à cette époque-là, il y avait déjà des populations qui habitaient dans le nord de l'Afrique et qui n'étaient pas nécessairement toutes noires, très bronzées, mat de peau, c'est pas des blancs. C'est parce que la mélanine est évolutive. Regarde ton teint, regarde le teint d'Yasmina, regarde le teint d'un autre noir, il y a des variations dans la mélanine qui sont dues, oui. Parce que nous, dans la Caraïbe, on était des esclaves, nos ancêtres étaient des esclaves. Il y a eu beaucoup de viols, il y a eu beaucoup de métissage. Alors, je vais te répondre sans parler des Antilles. En Éthiopie, il y a des noirs qui sont plus clairs. Monsieur l'ambassadeur qui est du Sénégal, par exemple, il a la peau plutôt foncée. Moi, je connais des noirs. Pourquoi il a la peau foncée alors, je vais te dire pourquoi il a la peau foncée. Pardon. Voilà, allons faire un cocktail. On ira débattre tout seul. Désolé. Oui, c'est un dialogue à deux, là.